l'Algothèque du Muséum national d'histoire naturelle a été fondée en 1928 par Marcel Lefebvre, qui a été un chercheur qui s'est intéressé à énormément de sujets en lien avec l'algologie. Il a par exemple, en fin de carrière, traité en fait la grotte de Lascaux, qui est la maladie verte de la grotte de Lascaux dans les années 60. Et c'est lui qui est arrivé à proposer un traitement pour la sauver, cette maladie verte qui attaquait les peintures rupestres donc, de la grotte. On est à la fois une collection patrimoniale, mais aussi on est une collection de recherche. C'est a priori la collection de microalgues d'eau douce la plus importante de France. Elle comprend actuellement plus de 1800 souches de microalgues et de cyanobactéries. Les cyanobactéries et les microalgues eucaryotes ont un point commun, c'est qu'elles réalisent la même photosynthèse oxygénique. Donc à ce niveau, pas de différence. Mais entre les cyanobactéries qui sont des bactéries et les microalgues qui sont des organismes à noyau, d'un point de vue phylogénie, elles sont différentes, elles sont très différentes. Le terme algue, en fait, c'est pas un terme phylogénique taxonomique. C'est plus un caractère en fait qui synthétise des points communs entre différents organismes. Voilà. Alors l'acte de créer une souche, une culture, on va aller in situ sur le terrain, on va faire un prélèvement. Alors ça peut être un prélèvement au niveau d'un plan d'eau, d'une rivière, d'un mur de ciment, d'un toit. Ce qui est important de signaler, c'est que les micro-cyanobactéries, c'est pas uniquement associé à un environnement en permanence aqueux. Ça va être aussi, on a des cyanodides benthiques qu'on trouve sur des substrats solides. Il y en a qui poussent dans le désert au niveau de roches. Quel fort. Donc en fait elle se trouve partout. À partir d'un échantillon, on va l'observer au microscope pour voir la diversité des micro-organismes, dont les cyanobactéries et les microalgues, présents dans l'échantillon. Donc à partir de là, on va essayer d'isoler. Alors la souche, on la crée à partir on prélève un filament, donc c'est des cultures dites clonales, ou une cellule. Voilà. C'est pas un mélange qui va créer théoriquement la culture. C'est vraiment un filament ou une cellule. En termes de bactériologistes, la culture pure, c'est des termes qui ont été créés, c'est les principes de Robert Koch. Donc c'est donc l'époque de Pasteur, fin du 19e siècle, où là c'est pour mettre en évidence que tel germe, tel microbe est responsable de telle maladie. Ils étaient obligés d'avoir une culture pure, c'est-à-dire qu'il y a l'organisme et rien d'autre. Voilà. Il n'y a pas d'autres bactéries, il n'y a pas d'autres microalgues, voilà. C'est un seul organisme. Nous, c'est des cultures, on dit, clonales, unialgales. C'est vrai que on avait un espèce de complexe par rapport au jeu de Pasteur. Eux, ils arrivent à conserver. Alors, ils ont dans leur collection, donc ils n'ont pas dans leur collection des choses qui ne supportent pas l'accénie, donc comme je vous l'ai dit. Mais maintenant, nous, on est content d'avoir des souches non accéniques, parce qu'avec les notions de microbiome, donc en fait, on s'aperçoit de plus en plus, il y a des études qu'on est en train de faire ici au labo, que en fait, cet environnement, ce microbiome, il est utile, il se maintient à partir d'isolement de cellules du même endroit au même moment, échantillonnées au même moment. On va avoir des environnements microbiens, une flore microbienne différente. Voilà. Donc c'est très très intéressant. Et donc ce défaut, a priori, maintenant ça devient un avantage. Les grandes collections micro-cyanobactéries, c'est quand même, ça démarre, ici c'est 1928. Voilà. Donc ça démarre avant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de pertes de collection, mais il y a eu aussi des chercheurs qui ont eu le nez creux et qui sont partis, par exemple des pays de l'Est vers l'Angleterre, et qui ont emmené leurs souches. Dans beaucoup de collections, en fait, il y a la même souche, mais conservée, qui a été dupliquée
Donc on appelle ça, on les appelle quand vous allez sur internet, c'est les AK, les also known as. Voilà. Et en fait, elles sont quand même pas obligatoirement identiques parce que chacune dans leur collection, elles ont vécu leur propre vie et donc elles peuvent évoluer, elles peuvent dériver. Là, c'est un terme. Voilà, c'est le bon terme. La plus ancienne souche, à ma connaissance, microalgue, c'est une chlorelle. Elle a été isolée en 1890. Donc elle a 130 ans. Donc je pense qu'elle a été contemporaine de Pasteur. Voilà. Et donc je vais vous la montrer, je l'ai mis de côté. Et alors elle est toujours aussi petite, verte, et elle fait la photosynthèse. Donc c'est possible qu'elle ait évolué, mais dans ses fonctions les plus importantes, elle s'est maintenue. Alors c'était une souche qui a été isolée par un Hollandais. C'est un microbiologiste, un spécialiste de la microbiologie du sol. Donc il l'a isolée en 1890. Voilà. Et elle est toujours là dans beaucoup de collections, dont la nôtre. Souvent je dis c'est le syndrome, je vous ai parlé des échantillons, c'est le syndrome du chercheur d'or. Donc dans toute la boue, c'est vrai que quand au filet à plancton, il y a vraiment une bouillasse, il y a plein de débris de végétaux, tout ça, et on va voir, la pépite, voilà, la très belle algue. Sur les micro-organismes, oui, il y a cette prise de conscience que le monde, en fait, il est fait de micro-organismes et que c'est eux qui sont les plus abondants sur cette terre qui nous entoure, en nombre d'espèces, en nombre de cellules, ou en diversité aussi de leurs effets sur l'environnement par les réactions chimiques auxquelles ils contribuent. Mais là-dedans, effectivement, il y a les algues. Et je ne pense pas qu'elles soient oubliées, parce qu'il y a quand même, avec Tara Océan, par exemple, il y a vraiment des gens qui travaillent sur les microalgues, notamment planctoniques, et qui font de la diffusion des connaissances de telle sorte que nul ne peut ignorer aujourd'hui que, les algues, c'est les gros trucs qu'on trouve sur le littoral, d'accord, c'est les varechs qu'on voit à marée basse, mais c'est quand même aussi les microalgues. On cherche souvent le poumon du globe, c'est-à-dire d'où vient l'oxygène qu'on respire. D'ailleurs, c'est un peu maladroit comme expression parce qu'un poumon, ça ne produit pas de l'oxygène, mais enfin bon, l'oxygène qu'on respire, il vient largement des écosystèmes océaniques. Est-ce que les algues sont un succès de l'évolution par leur omniprésence sur Terre? Ou est-ce qu'on ne peut pas parler de la sorte? Je pense que tout ce qui existe sur Terre est un succès, sinon ce ne serait pas là. Donc je crois qu'il ne faut pas chercher le succès, mais clairement elles ont réussi à trouver leur place. Et c'est quand même une voie qui marche, la voie algale, c'est-à-dire le fait d'être autotrophe, on va dire, faire de la photosynthèse dans des conditions plus ou moins humides, plus ou moins, parce qu'il y en a des terrestres quand même. Ça marche parce que c'est arrivé plusieurs fois dans l'évolution. Bon, si on regarde un petit peu la distribution dans l'arbre évolutif des algues, les algues, c'est tout ce qui contient un plaste, ce qu'on appelle aussi un chloroplaste, qui va faire la photosynthèse. Or, en fait, ce chloroplaste, c'est une cyanobactérie, c'est-à-dire une petite bactérie photosynthétique qui est rentrée dans ces cellules. Et ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Mais alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que ces algues, finalement, elles vont être assez diverses parce que, bien sûr, il y aura la photosynthèse qui est amenée par ce qui a été avalé. Mais il y a celui qui a avalé, qui lui amène ses caractéristiques propres. Et il en résulte une grande diversité métabolique des algues qui renvoie aussi à l'héritage évolutif de ce qui a englobé une machine à faire la photosynthèse. Tu vois, les premiers organismes, les cyanobactéries, elles ont quand même l'outil de la photosynthèse, qui est un outil quand même d'une complexité extraordinaire. Donc, tu as quand même un organisme primitif, mais avec des outils quand même hyper sophistiqués. Voilà, c'est un peu le paradoxe. C'est vraiment une leçon du monde microbien d'ailleurs. C'est que c'est pas parce qu'on est petit, parce que la définition d'être un microbe, on peut être un microbe en étant un champignon, une bactérie ou une algue. Il y a des microbes dans tous les groupes. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas complexe. Parce qu'il y a d'autres façons d'être complexe que la forme. Et c'est vrai que notre biologie, elle est empêtrée dans la complexité morphologique. Très souvent, on dessine des formes, très souvent, on décrit des formes. Les musées nous montrent des choses qui ont des formes. Or, il y a une autre complexité qui est la complexité du métabolisme, la complexité de l'adaptation écologique. Et ça peut être embarqué dans un unicellulaire, c'est ce que tu disais. Après tout, quand je regarde les biominéralisations, par exemple, quand on pense aux frustules, donc la capsule des diatomées, ou aux petites plaques calcaires des coccolithophoridés, on a là des dispositifs de mise en place de minéralisation, donc de mise en place
de pièces extrêmement ouvragées, avec des ouvertures pour qu'il y ait des flux de nutriments, avec des formes bien coaptées de façon à ce que ces différents éléments de ce qui sera une coquille protectrice, en quelque sorte, viennent s'emboîter ensemble. En fait, c'est complexe, même morphologiquement, là. Sauf que ça échappe à l'œil, donc ça échappe beaucoup à la muséographie, malheureusement, ou au savoir populaire. On parle beaucoup maintenant de collaboration avec le vivant, de stratégie de collaboration avec le vivant. Donc, comment vous voyez cette dichotomie entre collaboration et cette fabuleuse boîte à outils que sont les algues? En fait, c'est intéressant parce que cette histoire d'algues-là, qui sont de plus en plus utilisées, donc en fait domestiquées, c'est-à-dire que c'est des espèces dont on va maîtriser la reproduction. Ils vont petit à petit, d'ailleurs, dans leur génome, commencer à subir des traces d'une sélection par les utilisations par l'homme. C'est un peu les deux définitions qu'on a de la domestication. Une espèce est domestiquée quand on a des traces dans son génome de l'action de l'homme, en termes de sélection, ou bien, autre définition, quand l'homme maîtrise la reproduction. Alors, on est en train, en fait, de domestiquer l'océan. Si on regarde bien, que ce soit pour le monde animal ou le monde des algues, donc le monde des photosynthétiques, on est qu'en train de passer à l'eau. On a mis en coupe réglée et domestiqué des espèces végétales et animales sur Terre, et maintenant on est en train de passer aux eaux douces et aux eaux marines. Il y a un effet d'aubaine qui commence à nous retomber sur le nez. Effectivement, ça pousse très bien, on sait très bien faire pousser ça, sauf qu'on crée des grands champs finalement de ces algues, on crée des grandes étendues où il y a une espèce en grande quantité, et d'ailleurs éventuellement avec une diversité génétique plutôt réduite, et ça c'est en train de sélectionner des maladies. Demain il faudra être très vigilant à un autre problème que les problèmes simplement techniques, d'où vient l'azote, d'où vient le phosphate, où est-ce qu'on fait ça. Il y a aussi des problèmes de pathogènes qui vont se développer comme dans nos champs terrestres. Mais c'est marrant de voir qu'effectivement on a un glissement de la domestication vers les milieux aquatiques. Alors qui domestique qui? En fait la domestication c'est une relation à bénéfice mutuel. Et contrairement à une idée reçue, elle nous modifie aussi. C'est-à-dire que, bien sûr, on modifie les espèces domestiquées, mais regardez, les Européens, à force d'avoir du lait, sont devenus capables de digérer le lait, le lactose à l'âge adulte. Bon, c'est quelque chose qui n'existe que dans les populations où on a du lait. Dans les autres, les adultes ne digèrent pas le lait. C'est des changements génétiques qui sont sélectionnés par les espèces que nous avons domestiquées et qu'on pense usuellement avoir sélectionnées. Oui, on les a sélectionnées, mais mutualisme, ça veut dire à bénéfice réciproque. C'est symétrique. Et bien, à cause symétrique, effet symétrique, ces espèces nous modifient aussi. Elles modifient nos façons de vivre culturellement, mais elle modifie aussi notre évolution biologique. Donc que ce soit la blue economy ou la bioéconomie, on place ce qui est bio maintenant au centre de l'économie. En quoi ça vous impacte? En quoi ça change peut-être la perception qu'on a de votre discipline, de la biologie? Moi, ça m'impacte directement. C'est que je participe à l'élaboration de normes, tu vois, en lien avec les algues, avec comme sujet, comme topic les algues. Donc c'est les biocarburants, les compléments alimentaires. Donc la Commission européenne a été sensible au sujet. Au départ, tout ce qu'on appelle bioéconomie, bioinnovation et tout, c'est surtout utiliser de nouveaux outils qu'on n'avait pas utilisés avant. Et donc bien sûr les algues, potentiellement, ayant été moins utilisées que les plantes terrestres, sont un terreau fertile pour ce genre de pratique. Je ne suis pas sûr qu'on tire des leçons du passé, qu'on ait vraiment changé les mentalités. Et que vraiment on ait une vision écologique intégrée de cette histoire-là. Et quelque part, je suis aussi un petit peu inquiet que nos concitoyens n'ont pas forcément les outils conceptuels pour pouvoir vraiment juger de ce qui est vertueux ou pas par rapport à un certain nombre d'impératifs ou d'envies qu'on a pour l'environnement. C'est d'autant plus que les étiquettes sont bien illisibles, que la communication de certaines boîtes est plus forte finalement que l'enseignement des piliers, des bases pour comprendre ce qui nuit ou non à l'environnement ou ce qui nuit ou non à la santé. Donc moi je vois pas ça comme un progrès. Je vois juste comme un problème qui bouge. Et je suis pas sûr qu'on ait purgé dans ces méthodes. Et c'est pas une façon de dire qu'il faut pas les explorer, hein. Non. Mais dans la façon dont on les explore, je suis pas sûr qu'on ait tiré des leçons du passé. Et je pense vraiment qu'il y a un vrai risque de refaire la même bêtise dans l'eau que celle qu'on a fait sur Terre. On voit un certain nombre de soutiens aux véganes qui viennent en fait des industries produisant des protéines à base d'algues. Et ces mouvements véganes n'ont pas compris une chose. C'est que quand on fait de l'agriculture sur Terre, on a besoin de l'agriculture végétale, on a besoin de l'élevage. On en a besoin pour deux raisons. Un, parce que ce sont les meilleurs fertilisants que l'on puisse espérer et qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement, tous les fumiers et autres purins, que ne le sont les engrais
minéraux issus de mines ou de l'azote atmosphérique. Donc déjà, on a besoin d'un petit peu d'élevage pour fertiliser. Et puis deuxièmement, il y a des zones où on ne produira jamais rien. Je veux dire, vous prenez un flanc de montagne comme ça où il pousse 3 fois rien, vous prenez une lande bretonne ou une lande en Écosse, la fertilité est nulle. Si on veut vraiment produire quelque chose et le récolter, il va falloir le matraquer, ce système d'engrais et de choses comme ça. La meilleure chose qu'on a à faire, c'est de lâcher une bestiole dedans et de manger ses petits de temps à autre. C'est la meilleure façon de produire de l'alimentation dans certains écosystèmes. Et ça va aussi pour certains écosystèmes aquatiques peu productifs. Ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas trop de viande. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas une raison pour ne pas en manger. Et en particulier, il faut avoir une espèce de vision panoramique des écosystèmes où on arrive à bien intercaler les animaux et les végétaux, les algues et les animaux. On parlait tout à l'heure du recyclage. On ne recycle pas si on n'a pas les animaux, en fait. Parce que c'est le complément, finalement, des végétaux. Et cette logique de recyclage nous impose de penser qu'il ne faut pas penser que végétal. Surtout quand on pense végétal. Dernière question, Marc-André, vous êtes professeur aussi dans une université en Chine. Est-ce qu'il y a un autre rapport au vivant, aux algues en particulier, mais aux vivants de manière générale? En fait, je pense qu'on est, avec les Chinois, aux deux bouts d'un extrémum. En Chine, le gouvernement décide qu'on va agir sur l'environnement. Effectivement, on voit des gouvernements régionaux qui sont mis en prison en bloc, du jour au lendemain, parce qu'ils ont truandé les chiffres sur leurs résultats environnementaux. C'est du violent, donc ça y va très fort. Chez nous, chacun peut faire ce qu'il veut, et donc il y en a qui peuvent continuer à avoir des attitudes de consommation avec des très grosses voitures ou en achetant des produits très très polluants, parce que c'est considéré comme un droit individuel. Et donc nous, on paye les excès du droit individuel en termes d'effets sur notre santé ou sur notre environnement. En Chine, ça va un peu mieux, mais je ne suis pas sûr que la logique humaine qui est derrière soit bonne. En fait, on est chacun à un bout du problème, et je pense qu'il faudrait un peu plus de collectif chez nous, un peu moins de verticalité et de violence politique en Chine, et l'équilibre est à mi-chemin, que ce soit pour la santé finalement ou pour l'environnement, et c'est vraiment un équilibre à trouver. Et je pense qu'on est tous très éloignés finalement du modèle idéal.